Pierre-Yves Bournazel, bonjour. Bonjour. Conseiller de Paris, mais aussi secrétaire général adjoint de Horizon, le parti d'Édouard Philippe. On va parler d'Édouard Philippe, mais on va parler de vous aussi. Et on va parler de l'actualité du jour. Tiens, l'interruption volontaire de grossesse doit-elle entrer dans la Constitution ? Est-ce que vous appelez les sénateurs à voter le même texte que les députés ? Ou est-ce que vous comprenez que certains veuillent modifier ce texte pour assurer notamment la liberté de conscience des médecins qui ne veulent pas procéder à des avortements ? Non, je suis favorable à l'inscription dans la Constitution. Je pense que ce droit conquis est un droit fondamental pour les femmes. Il y a des risques, évidemment, malheureusement, dans nos sociétés démocratiques qui sont attaquées par des formes de populisme et d'extrémisme, de recul. Et je pense que nous ne devons pas reculer. Au contraire, nous devons affirmer ce droit et l'inscrire dans la Constitution. Liberté garantie, c'est la bonne formulation. Certains disent, attention, ça ressemble à un droit opposable. Non, je pense que ça a été bien travaillé, réfléchi. Et moi, je suis tout à fait favorable à ce que ça soit inscrit dans la Constitution. Je pense que c'est absolument essentiel. Et d'ailleurs, le week-end dernier, on a vu sur une chaîne d'information des attaques très claires contre l'avortement. C'était CNews qui a passé un graphique disant que la principale cause de mortalité dans le monde, c'était l'avortement. Exactement. Et donc, on voit bien qu'il y a des attaques très nettes contre ce droit, contre cette liberté fondamentale acquise pour les femmes. Et donc, je pense que c'est important de l'inscrire dans la Constitution. Je note d'ailleurs que Laurence Ferrari, qui est une grande journaliste sur CNews, a condamné ce qui s'est passé sur cette chaîne et c'est tout à son honneur. Nina l'évoquait à l'instant, la polémique depuis plus de 24 heures maintenant, c'est la déclaration d'Emmanuel Macron disant ne pas exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Berlin, Londres, Madrid et d'autres capitales ont tout de suite dit non, c'est pas du tout notre but. Le Kremlin a réagi aussi. Est-ce que le président de la République a commis une maladresse ? Je crois que le président de la République a voulu démontrer à M. Poutine que la France, que l'Europe serait présente pour défendre la liberté et la souveraineté ukrainienne. Et que face à l'agression de M. Poutine, il n'y aurait pas de relâchement. Et je pense que c'est un signal fort qu'a envoyé le président de la République. Il faut le lire ainsi. Il y a déjà des instructeurs qui sont présents sur le sol ukrainien. Il y avait pas mal d'Américains, pas mal d'Anglais. Et il est normal qu'ils viennent aider les Ukrainiens aussi à se former et à pouvoir réussir. Car l'objectif, il faut le garder. L'objectif, c'est la victoire de l'Ukraine. Parce que la victoire de l'Ukraine, c'est la victoire de la liberté et de la souveraineté contre l'agression de M. Poutine. On ne peut pas laisser M. Poutine continuer. On ne peut pas laisser M. Poutine gagner cette guerre. Et donc, il est très important qu'on puisse aider l'Ukraine. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'envoyer des militaires c'est pas des combattants qu'on enverrait, c'est des troupes de soutien, de la logistique. C'est la logistique pour aider l'Ukraine à gagner cette guerre. Gagner cette guerre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire récupérer les frontières de 91 ou ça veut dire fixer un front comme la Corée est divisée, comme l'Allemagne l'a été, et puis on attend des négociations longues ? L'objectif, ça doit être évidemment que l'Ukraine puisse retrouver l'ensemble de sa souveraineté et pouvoir récupérer ses frontières. Mais je connais comme vous le contexte, il est difficile le contexte géopolitique. Bien malin est celui qui est capable de dire ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Notre ardente obligation, c'est d'être dans la défense de nos valeurs et de nos principes. La paix se gagne si on est capable de préparer la guerre, si on est capable de démontrer de la force. Et le président de la République, Emmanuel Macron, a eu raison de montrer de la force. La force et la détermination de la France. La force et la détermination de l'Europe à aider l'Ukraine à gagner cette guerre et ne pas laisser M. Poutine l'emporter. Et je note qu'en France, malheureusement, un certain nombre d'oppositions ont montré hier une forme de lâcheté. C'est ce que j'allais vous dire, le RN, la France Insoumise, dit attention, va en guerre, il nous emmène vers l'apocalypse. Non, on a l'impression qu'ils ne souhaitent pas la victoire de l'Ukraine. On a l'impression qu'ils pourraient à minima se satisfaire d'un système où on aurait pu laisser l'Ukraine seule face à M. Poutine, l'agresseur, et qu'au fond, à minima, une partition de territoire récupéré par la Russie pourrait les satisfaire. Ça, c'est une forme de résignation, une forme de lâcheté qui n'est pas acceptable. Parce que les dictateurs, si vous leur donnez de l'espace, ils en prennent encore plus. Et donc, il faut montrer une résolution totale. Il ne faut pas laisser un pouce de terrain à M. Poutine. Vous diriez, comme Gabriel Attal hier à l'Assemblée, que le Rassemblement national, ce sont les troupes de Poutine en France, parce qu'ils tiennent des propos trop favorables à Vladimir Poutine ? En tout cas, j'ai noté, je vous le dis, une forme de résignation, voire une forme de lâcheté dans un certain nombre de propos de l'opposition du RN et des Insoumis, qui consiste au fond à mettre sur le même plan, à minima sur le même plan, l'agresseur et l'agressé. Et ça, ce n'est pas
acceptable. Il y a un côté... D'ailleurs, les insoumis sont assez coutumiers du fait. On l'a bien vu notamment dans l'incapacité à dénoncer l'organisation terroriste du Hamas. C'est un esprit munichois qui occupe les insoumis face à ces conflits? Ça y ressemble beaucoup. Est-ce qu'il y a un intérêt électoral derrière cela pour eux, d'être soutenus par les trolls russes sur les réseaux sociaux, ou bien d'avoir l'électorat sensible à la propagande islamiste dans les banlieues? Je ne sais pas, je ne l'espère pas. Je pense que ça serait très grave, mais je crains que malheureusement, il y ait beaucoup de cynisme derrière tous ces engagements et ces propos. Ils sont graves. Ils peuvent participer à la déconstruction de nos principes républicains et démocratiques, de notre état de droit. Il faut savoir nommer les choses pour voir clair. Et que ce soit dans le conflit, la guerre qu'il y a sur le sol ukrainien, moi je sais que ceux qui défendent nos valeurs, ceux qui défendent les libertés, ceux qui défendent la souveraineté du peuple ukrainien, ce sont quand même celles et ceux qui sont aujourd'hui engagés avec les troupes ukrainiennes. Je sais simplement que le 7 octobre, ce qui a été commis, ce sont des actes terroristes par une organisation terroriste, le Hamas, et qu'on ne construit pas la paix de demain au Proche et Moyen-Orient avec des terroristes. Il faut d'abord éradiquer le terrorisme pour construire la paix demain. L'offensive RN de ces dernières semaines, en vue des élections européennes, c'est sur la ruralité. C'était le fief de la droite classique, de Jacques Chirac, le monde paysan. On a l'impression qu'il est en train de basculer vers le RN. Je ne suis pas certain de ça. Je pense qu'effectivement, il y a une montée du populisme, l'extrémisme politique partout, et ça peut toucher le monde agricole. Moi, je viens de Corrèze. Je suis d'ailleurs aussi né dans le Cantal, à Rion-Montagne, et je connais bien le monde agricole. Je connais les agriculteurs, les agricultrices. Ce sont des femmes et des hommes extrêmement courageux, qui se battent et qui travaillent. Ils sont la fierté de la France, parce que notre agriculture, elle rayonne. Notre agriculture, elle nous permet de nous nourrir. Ce sont des femmes et des hommes qui ne comptent pas leurs heures. Et ils sont pour un Frexit ? Et moi, non, je ne crois pas du tout, puisqu'il y a besoin d'une stratégie européenne, et on voit bien que l'Europe est profondément utile pour nos agriculteurs, même s'il y a des choses à faire évoluer, bien sûr. Et il appartient aux pro-européens de faire évoluer les choses dans le bon sens. Et je voudrais dire simplement qu'il faut d'abord considérer et respecter nos agriculteurs. Je pense que dans la vie politique, il y a trop d'instrumentalisation. Déjà, respecter ces hommes et ces femmes qui travaillent et qui participent à nous nourrir. Ensuite, il faut les aider à construire une stratégie européenne pour qu'ils puissent vivre de leur travail. Et il faut aider, évidemment, alors plus qu'un prix plancher qui a été évoqué ce week-end, moi, je pense qu'il faut mieux répartir la valeur. C'est-à-dire on part par le haut et l'argent que ça dégage et on le redistribue. En tout cas, il faut que la part qui revient aux agriculteurs soit plus importante, et il faut qu'elle soit prise, évidemment, notamment sur les distributeurs. Le prix plancher, ça vous semble pas praticable ? Moi, je préfère travailler sur des indicateurs de production, c'est-à-dire des prix qui soient négociés en faveur des agriculteurs, pour que les agriculteurs soient mieux rémunérés. Ça serait juste, et nous devons nous battre pour cela. Édouard Philippe a donné une grande interview au journal L'Opinion hier, une interview sur l'état des finances publiques, mais il a cette petite phrase: aujourd'hui, on ne réforme pas grand-chose. C'est une attaque claire contre Emmanuel Macron et ce deuxième quinquennat embourbé. Écoutez, depuis très longtemps, Édouard Philippe a indiqué un cap. Il faut remettre de l'ordre dans nos comptes, parce qu'il ne faut pas affaiblir les chances de la France d'avancer dans les futures années. Et quand on veut dessiner le pays des années 2030 et 2040, il faut avoir la lucidité et le courage de dire la vérité aux Français. Si on continue de s'endetter, eh bien c'est les générations futures qui vont payer. Donc soyons capables de nous réformer, de réformer structurellement l'État pour faire des économies sur le train de vie de l'État, être capable de dégager des nouvelles marges de manœuvre pour financer les politiques publiques prioritaire pour l'avenir de la France. Il propose des choses d'ailleurs, remettre à plat la politique du logement par exemple, etc. Pour que c'est plus efficace. Le coût du rabot actuel, les 10 milliards de cette année, les 12 milliards de l'an prochain, c'est pas la bonne stratégie. Philippe a dit que ces compressions dans un certain nombre de dépenses allaient dans le bon sens. C'est nécessaire mais pas suffisant. Mais je pense que ce qui est plus important, c'est une stratégie de transformation profonde de l'État pour qu'on fasse vraiment des économies structurelles qui nous permettent de dégager des marges de manœuvre pour investir demain. On a besoin d'investir dans la recherche et l'enseignement supérieur. On a besoin d'investir dans la transformation écologique. On a besoin d'investir pour notre école. On a besoin d'investir pour notre sécurité intérieure et extérieure. On a besoin d'investir pour notre justice. Et on ne pourra pas le faire en endettant le pays, en nous privant de marge de manœuvre pour l'avenir et en disqualifiant l'avenir pour la jeune génération qui paiera
notre manque de courage. Il donne des exemples. Il dit par exemple la grippe ça coûte 1 milliard d'euros par an parce que les gens ne se vaccinent pas. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire on ne remboursera pas les non-vaccinés qui auront la grippe ? Mais il faut se poser un certain nombre de questions. On ne peut pas, si vous voulez, aujourd'hui utiliser de l'argent public en permanence sur différents sujets sans se poser la question de l'efficacité et de la responsabilité. Si on oublie cette responsabilité que nous avons, eh bien, nous allons mettre sur le dos des générations futures nos manquements, et nos manquements aujourd'hui sont trop graves. L'endettement est trop important dans le pays et il nous disqualifie à préparer l'avenir parce qu'il va nous faire perdre des marges de manœuvre, cet endettement, pour investir sur l'essentiel. Et nous sommes dans un monde en pleine mutation et nous devons être au rendez-vous. Et pour être au rendez-vous, il faut être capable de se dégager des marges de manœuvre financières. C'est par exemple ce que je propose aussi à Paris. Aujourd'hui, Paris va arriver à 10 milliards en 2026 d'endettement. Et depuis des années, je propose de manière constructive à Madame Hidalgo un plan d'économie pour réduire le train de vie, l'hôtel de ville, pour faire des réformes structurelles. Et c'est 1 milliard d'euros que je propose de réduction de la dépense publique sur une mandature qui permettrait à Paris de dégager des marges de manœuvre. Ces marges de manœuvre permettraient d'investir après sur la qualité de vie. On va parler de Paris, mais à Paris comme dans le pays, on peut gagner une élection en disant la vérité, dit Édouard Philippe. Honnêtement, une municipale peut-être, une présidentielle, ça n'a jamais été gagné en disant cette vérité des comptes, cette perspective de rigueur. La vérité en général, lors dans les comptes, lors dans la rue, mais la vérité sur l'école, la vérité sur notre sécurité, la vérité sur les enjeux géopolitiques et les stratégies à mener. Oui, la vérité. D'ailleurs, on a à juste titre célébré le discours courageux il y a quelques jours avec la mort de Robert Badinter, de François Mitterrand en 1981 sur la peine de mort. Il a dit sa part de vérité sur des sujets difficiles. À l'époque, il y avait une majorité de Français qui s'opposaient à l'abolition de la peine de mort. Il lui a dit en conscience, je suis pour l'abolition de la peine de mort. Je ne crois pas qu'on puisse aller dans une élection présidentielle en se mentant et en mentant aux Français. Je pense que l'éthique de vérité, c'est une marque de fabrique importante des hommes d'État. Édouard Philippe est un homme d'État, il a une exigence de vérité, il a la solidité de l'expérience, il a aussi la crédibilité de celui qui connaît la vie quotidienne, il est maire du Havre, il est aujourd'hui à l'écoute de ses concitoyens, il était il y a encore quelques jours à La Réunion à l'écoute de ses concitoyens sur tous les sujets de leur vie quotidienne. La semaine précédente, il était dans la région de Pays de la Loire où il a beaucoup échangé avec celles et ceux qui font nos territoires et la vie de la France. On voit son horizon présidentiel, et vous ? Êtes-vous aujourd'hui candidat à la mairie de Paris ? Et si oui, candidat horizon ou candidat majorité présidentielle ? Je suis prêt. Et c'est la raison pour laquelle je m'engage pour Paris. Je suis un élu de Paris depuis 15 ans. J'ai acquis une légitimité, une sincérité de l'engagement, une fidélité à la ville. Je n'ai jamais quitté Paris. J'ai été fidèle au 18e et à Paris. Je continue de l'être et je continuerai de l'être. J'ai une vision d'avenir. J'ai une équipe avec des hommes et des femmes engagés dans tous les arrondissements et les quartiers de Paris. Je viens de sortir un document pour demander aux Parisiennes et aux Parisiens leur avis, leur priorité. Et vous, maire de Paris, quelle serait votre priorité ? Exactement. C'est les questions citoyennes, questions parisiennes. Les questions parisiennes que je pose. J'ai lancé les conversations parisiennes aussi. C'est un rendez-vous mensuel où une personnalité qui pense et fait la ville vient échanger avec moi et les Parisiennes et les Parisiens présents dans chaque arrondissement, parler de l'avenir. On a fait une première conversation sur l'urbanisme, une deuxième conversation sur la lutte contre la grande exclusion, une troisième sur la question écologique, et on va continuer. Et je pense que Paris a besoin d'une alternative à la gestion de Madame Hidalgo, une alternative sérieuse, avec un vrai projet et une vraie équipe compétente. Et cette alternative, ce n'est pas la ministre de la Culture actuelle, ralliée au président Macron, Rachida Dati ? Non, je pense qu'on ne peut pas être à quart de temps ministre de la Culture, un autre quart de temps candidate à la mairie de Paris, un autre quart de temps maire du 7e, et un autre quart de temps au Conseil de Paris. Je pense que Paris se mérite pleinement, ça mérite un temps plein, c'est une exigence, c'est une éthique. Je crois que l'histoire de Paris nous a enseigné qu'aucun candidat et aucune candidate venue du pouvoir central n'a gagné Paris. Le candidat de Valéry Giscard d'Estaing, Michel Dornano, a été battu. Le candidat de François Mitterrand, Pierre Josk, a été battu. Le candidat de Jacques Chirac, Philippe Séguin, a été battu. La candidate soutenue par Nicolas Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet, a été battue. Et en 2020, les candidats d'Emmanuel Macron ont été battus. Les Parisiennes et les Parisiens sont libres. Ils veulent faire leur maire. Nous sommes prêts, nous sommes déterminés et nous allons créer les conditions d'un changement à Paris. Pierre-Yves Bournazel, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain 7h45, votre invité sera Alexis Lacroix. Première partie de cette interview pour son livre Le penseur des prochains jours. Raymond Aron, ce que nous lui devons, publié aux Presses de la Cité. Radio J, retrouvez